Je vais continuer ma présentation. Je laisserai la diapo complète pour se fixer les principaux points clés. Donc, je disais un fort engouement de cette certification de valeur environnementale depuis 2 ans, hein. Donc, au 1er juillet 2020, on comptait de 8218 exploitations, dont 82% en viticulture. Ça représente à peu près 1,35% de la surface agricole utile. Le gouvernement français a décidé de continuer ses efforts pour développer cette certification haute valeur environnementale. Je rappelle que c'est une initiative française, hein, la certification HVE. Hop. Donc, le gouvernement s'est fixé de nouveaux objectifs, à savoir certifier 15 000 exploitations d'ici 2022 et 50 000 exploitations fin 2030. Pour encourager les exploitants agricoles à se lancer dans cette démarche, il a accordé une aide de 76 millions d'euros de crédit d'impôt pour toutes les nouvelles exploitations qui vont s'engager dans la démarche. J'espère que le petit problème technique a été résolu. A priori, c'est bon? Alors, le chat. Donc, si vous pouvez confirmer que vous voyez bien la présentation par chat, ça serait gentil, ça nous aiderait beaucoup. C'est le problème du direct. Donc, ils arrivent à voir notre écran ou pas? Ah, super, super. Désolé pour ce contretemps, hein, vraiment désolé. Donc, je laisse un peu la diapo là, juste pour vous refixer les différents points clés que je vous ai présentés à l'oral. Donc, après cet historique de HVE, donc un petit rappel par rapport à la certification haute valeur environnementale. Donc, elle est structurée suivant 3 niveaux. Vous avez le niveau 1, qui correspond à une auto-évaluation qui rappelle, je dois respecter la réglementation, je dois respecter les conditionnalités PAC. Ça, c'est une auto-évaluation qui va être certifiée, validée par un organisme habilité au titre de système de conseil agricole. Ça, c'est le niveau de base. Vous avez un niveau 2 que je ne présente pas ici, qui est une obligation de moyens et qui repose sur le respect de 16 exigences en matière de pratiques respectueuses de l'environnement. Et enfin, vous avez le niveau 3. Le niveau 3 qui permet de valoriser cette démarche en utilisant des labels, soit au niveau de l'exploitation agricole, donc haute valeur environnementale, ça, vous pouvez le mettre à l'entrée de votre exploitation et également sur tous les documents commerciaux, soit le label produit issu d'une exploitation haute valeur environnementale. La contrainte, c'est que dans le préemballage, dans la bouteille, 95% des vins sont effectivement issus d'exploitations certifiées HVE. Alors, par rapport au niveau 3, vous avez 2 options possibles. Vous avez l'option A, qui est une démarche thématique qui repose sur le respect de 4 indicateurs. Le premier lié à la biodiversité, le deuxième lié à la stratégie phytosanitaire, le troisième lié à la gestion de la fertilisation et enfin le quatrième, gestion de la ressource en eau, en fait l'irrigation. Et pour chacun de ces indicateurs, vous allez avoir une note et il faut avoir 10 minimum dans chacun des indicateurs. Vous avez une deuxième option, c'est l'option B, qui est une démarche globale, là qui ne repose plus que sur 2 indicateurs. Le premier qui est lié à la biodiversité, 10% de la surface agricole utile en infrastructure agroécologique ou 50% de prairies permanentes. Ça, c'est le premier indicateur lié à la biodiversité. Et le deuxième, donc plus comptable, c'est pour ça qu'on l'a mis entre parenthèses avec Laurent, c'est que le poids des intrants doit être inférieur à 30% du chiffre d'affaires. Donc, par rapport à cette certification HVE, voilà les attentes.
Bon, la question, c'est est-ce que je me lance de façon individuelle ou collective dans cette certification? Ça, on va y répondre à cette question dans la deuxième partie. Laurent, des petites questions? Non? Par rapport à ça? Non, d'accord. Ok. Je vous disais aussi, bon, on va resituer HVE par rapport aux attentes sociétales, hein, et notamment par rapport aux attentes des consommateurs. Donc là, pour illustrer les propos, on va reprendre les critères d'achat des produits alimentaires. Donc sur le podium, le premier critère, c'est le rapport qualité-prix. Il faut savoir que le prix bas n'est plus sur le podium, hein, il arrive en 4e position seulement. Donc, il faut savoir que les consommateurs que nous sommes prêts à mettre plus d'argent pour avoir la qualité attendue. Le deuxième critère, c'est lié à la santé. Les consommateurs que nous sommes, en fait, on fait le lien entre je mange mieux, je vis mieux. Et enfin, le troisième critère est lié à des produits qui sont respectueux dans l'environnement. Pour finir cette petite illustration, en fait, il y a eu des enquêtes, Greenflex, qui mettent en avant qu'une grande majorité des consommateurs que nous sommes pensent que par rapport à leur choix d'achat de produits alimentaires, on peut avoir un impact positif sur les attentes sociétales et notamment liées au développement durable. On voit que les deux premiers critères, effectivement, c'est par rapport à la santé et des produits qui sont garants de la protection de la planète. Donc ça, par rapport aux consommateurs, par rapport à nos distributeurs, par rapport au marché, il faut savoir que 85% des vins en France sont distribués via la grande distribution. Et parmi ces 85% de vins, 40% sont marques distributeurs. Quand je parle de marques distributeurs, c'est les marques des grandes enseignes, Pierre Chanot pour Auchan, Marc Robert pour Leclerc. Donc 85% des vins distribués en France, 40% sont marques distributeurs. Et il faut savoir que la grande distribution, en fait, ils intègrent dans leur cahier des charges les exigences HVE et ils se sont fixés des objectifs. Je vous cite deux exemples. La marque Repère, Leclerc, 50% de leurs vins MDD, marque distributeur, seront labellisés HVE d'ici 2022, 100% pour Système U en 2023. Donc, la grande distribution, acteur incontournable avec une exigence en termes d'HVE. Resituer également HVE par rapport à toutes les autres démarches environnementales. Le gouvernement a demandé à un cabinet d'études indépendant, France Stratégie, de faire une étude des différents cahiers des charges, des différentes démarches environnementales par rapport aux performances environnementales. Donc, France Stratégie la propose une typologie en fonction de deux indicateurs. Donc, vous avez en abscisse, non, en ordonnée, excusez-moi, je me trompe toujours, la réduction de l'utilisation des intrants. Et en abscisse, je vais y arriver, l'intensification des fonctionnalités écologiques. Par ces termes barbares, en fait, c'est mise en œuvre de pratiques respectueuses des ressources naturelles. Donc on voit agriculture biologique et HVE qui sur l'ensemble de ce graphique. Pour le simplifier un peu, en fait, on voit que l'agriculture biologique et HVE option A sont très bien positionnés par rapport aux autres démarches environnementales, par rapport à ces deux indicateurs qui sont la réduction de l'utilisation des intrants. Donc rappel Ecofit 2018, réduction de 50% des intrants en 2018 et mise en œuvre de pratiques respectueuses de l'environnement, des ressources naturelles. France Stratégie, par rapport à cette étude, il conclut que pour atteindre les objectifs de la loi Egalim, donc intégration des exigences environnementales dans les cahiers des charges des produits avec un signe officiel de qualité d'origine, et pour atteindre aussi l'objectif 1/3 de la surface agricole utile en agriculture biologique, 1/3 de cette surface en HVE niveau 3, et le dernier tiers, au minimum, respect de la réglementation, HVE niveau 1 et niveau 2. Ces deux référentiels, agriculture biologique et HVE, sont décisifs pour atteindre ces objectifs.
Laurent, tu as une question, je crois? Oui, j'ai des questions via le chat. Donc, Ah, première question, sur la voie B, ça revient sur une diapo que tu as passée précédemment. oui. Est-ce que la voie B risque de disparaître ou pas? On en discute beaucoup. Pour le moment, j'ai pas d'éléments qui confirment cette disparition ou pas. Le groupe ICB, nous, on a plutôt axé sur la JVE option A, mais nous accompagnons des entreprises, enfin des exploitations au niveau B. Mais on en parle de la disparition de cette option B. Mais il n'y a pas d'éléments concrets qui confirment ou pas cette disparition. Voilà, j'espère qu'on a pu répondre à la question. Une autre question concernant, autour d'une polémique récente sur la présence de résidus dans des vins HVE. La question qui a été posée, c'est est-ce que le HVE est une garantie ou pas de l'absence de résidus? La réponse est simple. D'accord. Enfin, réponse simple, un petit rappel quand même. Et là, je fais le lien avec un autre webinaire qui a été présenté par le groupe ICV et notamment par Sébastien Largeau et Florence Gras sur la jungle des labels. Vous avez un contexte réglementaire qui est très strict. Quel que soit le mode d'agriculture choisi, nous avons l'obligation de fournir un produit sain, loyal et marchand. Et ça, que ce soit en agriculture biologique, HVE ou tout simplement conventionnel. HVE autorise effectivement l'utilisation de produits conventionnels. Mais HVE, on va s'assurer qu'effectivement ces produits sont utilisés à bon escient, hein, que nous respectons la réglementation, hein, utilisation uniquement de produits qui bénéficient d'une autorisation de mise sur le marché, qu'on respecte les préconisations d'emploi, les doses, les délais avant récolte, pour garantir, in fine, un produit qui soit sain, loyal et marchand. Par rapport à cette polémique, les résultats montrent que les exigences réglementaires en termes de sécurité des aliments étaient dans tous les cas respectées. Les seuils de détection étaient largement en dessous des limites maximales résiduelles fixées par la loi et au niveau européen par l'autorité européenne de la sécurité des aliments. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Ah ben j'espère aussi. Mais n'hésitez pas, hein, si vous n'êtes pas satisfait, n'hésitez pas à me reposer la question. OK? Donc, on continue sur la démarche HVE, hein. C'est vrai que nous, le groupe ICV, ça fait depuis 3 ans qu'on travaille sur HVE et qu'on a accompagné beaucoup de structures, hein, soit de façon individuelle, soit de façon collective. Et c'est vrai que beaucoup de personnes ont des angoisses par rapport à cette démarche. Donc, on va essayer de vous rassurer par rapport à cette démarche et vous donner quelques éléments clés pour réussir cette démarche. Donc, comment éviter les écueils? Dans une diapo préalable, j'avais posé la question, est-ce que je veux me lancer dans la démarche HVE, est-ce que je me lance de façon individuelle ou de façon collective? Individuel, ça s'adresse aux caves particulières, aux domaines qui veulent certifier leur exploitation, et je rappelle, c'est l'ensemble de l'exploitation qui est certifié, hein. Pas uniquement la partie vignoble, hein, c'est l'ensemble de l'exploitation. Qui va mener le projet? C'est l'exploitant qui va rassembler les données pour s'assurer qu'ils respectent bien les exigences liées à la certification haute valeur environnementale. Il peut être accompagné par un prestataire extérieur. Un conseil, que ce soit en individuel ou en collectif, si vous faites appel à un prestataire extérieur, il faut que la nature de l'intervention et la quantité de l'intervention soient parfaitement décrites dans le contrat, puisque c'est un élément qui va être audité. Ça, c'est important, hein. Donc, l'exploitant monte son dossier, évalue ses pratiques par rapport à niveau 1 et par rapport au niveau 3. Cette évaluation porte sur la dernière campagne complète. Donc, par rapport à ça, faites attention, il faut bien rassembler tous les éléments et notamment tout ce qui est lié au traitement. Attendez bien à la fin des traitements pour pouvoir finaliser votre évaluation. Les critères d'audit, les exigences, au niveau des exploitations, c'est niveau 1, niveau 3. Quelle que soit l'option que vous avez choisie, option A ou option B. Par contre, si vous êtes certifié, donc le processus de certification,
vous allez être certifié pour 3 ans. Il va falloir vous assurer quand même annuellement que vous continuez à respecter les exigences HVE. Dans le cas d'un audit, une certification individuelle, ben, l'organisme de certification va faire un audit de suivi à mi-parcours, bon, 18 mois, au plus tard c'est 10 mois avant la date de renouvellement, s'assurer qu'effectivement, sur le cycle des 3 ans et annuellement, vous avez bien continué à respecter les exigences HVE. Voilà pour la partie individuelle. Pour la partie collective, là, c'est une structure qui va chapeauter un ensemble d'exploitations. Ça peut être aussi bien une coopérative, une ODG, des multisociétés. Je vais vous présenter donc à la certification un ensemble d'exploitations. En termes de ressources, ce ne sera plus uniquement les exploitants qui vont présenter cette certification, ce sera également un référent technique qui est lié à la structure collective, référent technique HVE, qui va pouvoir s'appuyer soit sur des contrôleurs internes, soit sur des prestataires extérieurs, pour pouvoir s'assurer que l'ensemble des exploitations respectent les exigences HVE niveau 1, niveau 3. Les personnes auditées, il y aura la structure collective, et notamment ce qu'on voit un peu en dessous sur le plan de contrôle interne qui s'assure que l'ensemble des exploitations respectent bien les niveaux d'exigence. Et cette fois, ce sera un échantillon d'exploitation. Ce ne sera pas l'ensemble des exploitations, seulement un échantillon d'exploitation. Juste à titre d'exemple, quand nous sommes une structure présente 49 exploitations, l'échantillon, c'est racine de n. Donc, racine de n de 49, c'est 7, c'est ça, hein? Ok. Si vous dépassez 50 exploitations, ça sera plus racine de n, ça sera 1,5 racine de n. Donc 50, ça vous fera 11 exploitations auditées. Et en fonction des résultats de ces 11 exploitations auditées, l'ensemble des exploitations sont certifiées ou pas. Toujours un cycle de 3 ans. Par contre, dans le cadre collectif, vous avez 2 audits de suivi et c'est à date d'anniversaire. Bien sûr, chaque année, il faut s'assurer que l'ensemble des exploitations, je précise bien l'ensemble des exploitations, soient certifiables, respectent les niveaux d'exigence HVE. Une petite question par rapport à tout ça, c'est combien? À titre individuel, le coût d'une certification pour un cycle de 3 ans, c'est entre 1000 et 1200, entre 1000 et 1500 € sur un cycle de 3 ans. Ça, c'est le coût de la certification, uniquement de la certification, quand vous faites appel à un organisme extérieur. Donc 1000 à 1500 € sur 3 ans. Quand vous êtes en collectif, donc il y a une partie audit structure collective, il faut compter entre 1200 à 1500 € rien que pour la partie collective, plus un coût moyen de 900 € par structure auditée. Donc je reprends mon exemple d'une cave qui présente 30 exploitations. Si la cave décide de présenter cette certification en individuel, ça vous fait un coût de 30 exploitations multiplié par 1500 €. Je me mets toujours dans le pire des cas. Donc ça vous fait à peu près 45 000 €. Si je me lance de façon collective, ce coût est réduit. Je parle bien du coût de la certification. Il est réduit à moins de 20 000 €. Concernant le cheminement, effectivement, comme toute démarche, il y a des contraintes, il y a un cheminement, un parcours à respecter pour s'assurer que le jour de l'audit externe, je sois prêt et que j'obtienne la certification haute valeur environnementale. Juste une petite précision, dès que vous avez le papier officiel qui certifie que vous êtes certifié HVE, vous pouvez utiliser dès le lendemain les logos au niveau de l'exploitation haute valeur environnementale ou le logo issu d'une exploitation haute valeur environnementale que vous allez apposer sur vos produits, sur vos préemballages. Par rapport au choix de la date de certification, il faut être particulièrement vigilant par rapport à cette date. N'allez pas vous fixer des contraintes par rapport à cette date. Donc je disais, il faut présenter des résultats, des justificatifs sur une dernière campagne complète. Donc il faut attendre la fin des traitements. Fin des traitements pour le domaine vignoble, fin juillet, début août. Je ne vais pas me mettre une certification, un auditeur, excusez-moi le terme, l'expression, dans les pattes lors des vendanges. Je vais éviter.
Donc, je vais plutôt fixer une date après vendange. Mais vers le mois de novembre-décembre, je vais rencontrer des acheteurs qui vont vouloir certainement des produits HVE. Donc, il faut être sûr que je puisse présenter des vins qui sont certifiés HVE, que je puisse lui apporter la garantie que ça sera le cas. Donc, faites bien attention à la date de certification que vous allez choisir. Pour cela, effectivement, il va falloir s'y prendre un peu de temps à l'avance. Donc, par rapport à la certification HVE au niveau individuel, il y a deux niveaux qui vont être validés. C'est le niveau 1, qui est valable qu'un an et 12 mois maxi. Donc, par rapport à votre date, niveau 1, pas plus d'un an. Et vous allez faire mener votre évaluation par rapport aux exigences HVE niveau 3. Je vous conseille de lancer un appel d'offres par rapport au choix de l'organisme certificateur. Déjà, pour s'assurer de la disponibilité des auditeurs à la date que vous avez choisie. Et également, lancer un appel d'offres parce que pour la même prestation, vous pouvez avoir une différence budgétaire assez conséquente. Moi, ça m'est déjà arrivé d'enregistrer des différences de 20%. Donc, prenez-vous suffisamment de temps à l'avance pour s'assurer de la disponibilité des auditeurs et faire le bon choix par rapport à l'organisme de certification. Arrive le jour de l'audit que vous avez fixé, ça va durer une demi-journée. Et pendant cette demi-journée, l'auditeur va s'assurer, sur la base de preuves, que vous respectez bien les niveaux 1 et les niveaux 3. Vous êtes certifié pour 3 ans. Donc, dans 3 ans, vous aurez un audit de renouvellement et vous aurez un audit de suivi à mi-parcours. Chaque année, par contre, vous devez vous assurer, pour chaque campagne, que vous respectez les exigences HVE niveau 1 et niveau 3. Par rapport au collectif, même contrainte par rapport aux dates de certification. Choisissez la bonne date. Là, le collectif représente un ensemble d'exploitations. Donc, sur cet ensemble d'exploitations, il va falloir s'assurer qu'elles respectent les niveaux 1 et niveau 3. Peut-être certaines exploitations vont être écartées du système parce qu'elles ne respectent pas. Tout ça, il va falloir l'évaluer. Et pour l'évaluer, il va falloir monter ce qu'on appelle un système de management HVE, un plan de contrôle interne pour s'assurer que vous avez mis les moyens nécessaires pour garantir que chaque exploitation respecte bien les exigences HVE. Par rapport à l'organisme certificateur, prenez-vous suffisamment de temps à l'avance, je ne vais pas m'attarder. Par contre, une fois que vous avez signé le contrat avec l'organisme certificateur, quelques semaines avant la date prévue de certification, il va vous recontacter pour que vous lui envoyiez une liste d'exploitations éligibles. Quand je dis éligible, vous avez mené tous les audits, toutes les évaluations, et vous confirmez que cette liste ne contient que des exploitations qui respectent les seuils de performance HVE. Pour l'audit externe, donc, deux parties, la structure collective, ça dure à peu près une demi-journée, et vous avez votre échantillon d'exploitation qui va être audité, c'est une demi-journée par exploitation. Et au cours du cycle, 2 audits de suivi, à peu près à date d'anniversaire, je dis à peu près, il y a un peu de souplesse quand même. Et chaque année, l'auditeur va s'assurer que le panel d'exploitation respecte bien l'ensemble des exigences HVE. De toute façon, vous, au préalable, chaque année, vous assurez que l'ensemble des exploitations respectent bien ces critères. Quelques questions qui arrivent par le chat. Aïe. Donc, première question sur le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3. Oui. Pourquoi parle-t-on de niveau 1 et de niveau 3 et pas de niveau 2? En fait, le niveau 1, c'est la base réglementaire. Vous devez respecter la réglementation et les conditionnalités PAC. Quand vous êtes certifié niveau 2 ou niveau 3, dans tous les cas, ça c'est le socle. Respecter la réglementation. Si vous voulez être certifié niveau 3 et donc pouvoir utiliser les labels, vous n'êtes pas obligé de passer par le niveau 2 qui est une obligation de moyens. Le niveau 3, c'est une obligation de résultat. En fait, ça rend compte des performances, des moyens que vous avez mis en œuvre. C'est bon par rapport à cette question?
clair. Une autre question, ben, lorsque tu parles de démarche individuelle et démarche collective, Oui. est-ce que je peux passer de collectif, d'une démarche collective à une démarche individuelle en tant qu'exploitant agricole et inversement? Ou est-ce qu'il y a des empêchements? Est-ce qu'il y a des délais? Est-ce qu'il y a des... Alors, il y a une petite contrainte en fait. À partir du moment où vous êtes certifié, vous devez terminer votre cycle. Donc, je suis engagé de façon individuelle dans une structure collective. Je vais attendre la fin de mon cycle pour pouvoir rejoindre la structure collective. À moins que je décide de casser ma certification individuelle, donc de remettre mon certificat à l'organisme de certification et de me faire supprimer de la liste et de me refaire évaluer suivant le mode collectif. Mais donc deux solutions, soit j'attends la fin de mon cycle, soit je repars à zéro. Très bien. Je réponds en même temps à des gens sur le chat par rapport à des problèmes techniques. Ouais. J'avais une autre question, c'est par rapport aux écarts. Tu parles d'écarts majeurs, d'écarts mineurs. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment ça se gère au niveau d'une certification? Oui, pour le moment, je suis resté très positif. J'ai pas parlé beaucoup d'écarts, mais c'est vrai que, comme toute évaluation, à un moment donné, je peux enregistrer des écarts. Et il y a deux formes d'écarts en fait. C'est les écarts majeurs qui correspondent à un non-respect réglementaire, qui concernent des non-respects des plans de contrôle HVE. Et ça peut remettre en cause effectivement la certification. Quand vous êtes en collective, si une exploitation, on enregistre des écarts majeurs, ça remet en cause toute la démarche collective. Il faut le savoir, ça. Donc c'est pour ça que pendant la phase de préparation, là, bien avant l'audit externe, l'objectif c'est que faire l'évaluation, être le plus transparent possible pour pouvoir identifier tous les écarts et surtout les écarts majeurs afin d'être sûr que j'aurai le temps de les lever et que je vais présenter la certification de façon sereine. Ça, c'est les écarts majeurs. Après, vous avez des écarts mineurs. Ça, c'est autre. Ça remet pas en cause le respect de la réglementation, ça ne remet pas en cause le plan de contrôle interne. Le seul truc, c'est qu'une non-conformité mineure, normalement, on a 12 mois, hein, 1 an pour la lever. Si elle n'est pas levée, ça devient une non-conformité majeure. Sachez que c'est pas parce que j'ai obtenu la certification la première année qu'il n'y a pas une remise en cause annuellement. Si l'auditeur, au cours des audits de suivi, note des écarts majeurs, la certification peut être suspendue. Alors, j'ai plein de questions qui arrivent. Oula. Certaines, peut-être qu'on les verra à la fin du webinaire. J'ai une question concernant la démarche collective. Comment sont choisies les exploitations par l'organisme de certification? Ah, par rapport à ça. Normalement, on doit tirer au chapeau, mais c'est pas tout à fait le cas. En fait, l'organisme de certification, il reçoit une liste. Certains organismes, ils vont piocher dans cette liste et en fait, ils vont choisir les exploitations en fonction de leur structure par rapport à l'activité pour avoir une certaine représentativité de l'ensemble des exploitations. Ça, s'il est sympa, l'organisme de certification, il vous envoie la liste avant l'audit. Il y a d'autres organismes de certification, lors de la première journée structure collective, ils vont choisir les exploitations. Et donc, vous serez averti au dernier moment, pas tout à fait au dernier moment, que vous allez être audité. L'important, c'est qu'on ait une idée de la représentativité de l'ensemble des exploitations. Très bien. Autre question sur l'aspect collectif, le coût d'une certification par rapport à l'audit de la cave et l'audit des exploitations. Donc, quels sont les ratios au niveau des forfaits, je dirais, audit collectif, audit de la cave, audit du système de management et audit des adhérents? Ce que je disais tout à l'heure, là, combien là? Donc, quand je me lance en collectif, il faut compter, rien que pour la partie collective, hein, c'est le plan de contrôle interne, là, il faut compter 1200 à 1500 euros pour un cycle de 3 ans. Et après, c'est un coût moyen de 900 euros par exploitation auditée. C'est pour ça que je disais sur une cave qui présente 30 exploitations, ça fait un coût de 20 000 euros. Donc 1500 euros structure collective,
plus le racine de n multiplié par 3 multiplié par le 900 €, ça vous fait à peu près moins de 20 000 €. J'espère que je suis clair. Oui, oui, donc je suis en train de récupérer les questions du chat pour les poser en fin de parcours. On va continuer, on va poursuivre pour terminer sur la dernière diapo. Donc, par rapport à cet accompagnement, le groupe ICV, on a 3 ans, un peu plus de 3 ans d'expérience d'accompagnement de structures en individuel et en collectif. Et c'est vrai qu'on a acquis un certain savoir-faire et on continue toujours à s'améliorer en fonction, comme nous sommes un groupe, et il y a des échanges d'informations par rapport entre les différents consultants, suite à des audits, etc. Donc, on passe notre temps à améliorer nos propositions d'accompagnement. S'axe sur 3 grandes familles. La formation, donc, tout ce qui est en vert, c'est tout ce qui est formation liée aux exploitants, aux exploitations agricoles. En violet, c'est lié aux techniciens des structures collectives. Donc, conduire son exploitation vers la certification HVE. Comment mener, créer, élaborer son plan de contrôle interne. Ça, c'est de la formation. Et également, formation à des outils de diagnostic, dont le Ginkgo Web. Ginkgo Web, ça fera l'objet d'un webinaire spécifique. C'est un outil de diagnostic, mais pas seulement de diagnostic, c'est sur le web. C'est un outil qui vous permet de gérer votre plan de contrôle interne haute valeur environnementale. Entre autres, mais pas que. On verra ça dans le troisième, je crois, c'est le troisième webinaire, c'est ça. Autre famille de prestations, les audits. Nous menons des audits, évaluation niveau 1, audits initiaux, ça c'est au niveau des exploitations. Et ce qu'on a développé aussi, c'est un audit blanc de la structure collective qui va se réaliser quelques semaines avant l'audit officiel par l'organisme externe pour s'assurer que le plan de contrôle interne mis en place par la structure collective a été efficace et efficient. Et bien sûr, nous avons des missions de conseil par rapport à la mise en place du système de management HVE, mais également nous aidons au montage des dossiers, notamment les exploitants agricoles qui ont quelques difficultés à rassembler les documents et à formaliser, structurer tous les éléments de réponse. Il n'y a pas que l'ICV qui vous accompagne, vous avez aussi des organismes qui vont vous aider, notamment financièrement, à vous aider dans cette démarche. Donc, vous avez tous les organismes collecteurs par rapport à la prise en charge des coûts de formation. Donc, Vivea par rapport aux exploitants agricoles, Ocapiat par rapport aux salariés des structures collectives. On a vu que la République française vous aidait financièrement, notamment sous la forme de crédit d'impôt. Il y a des démarches régionales, par exemple la région Nouvelle-Aquitaine qui porte une démarche collective HVE et qui prend en charge une grande partie des coûts liés à cette certification. Et le dernier petit logo, c'est par rapport à l'outil de diagnostic et de management HVE, c'est le Ginkgo Web. Eh bien, donc là, j'ai quelques questions oui. du webinaire, et en particulier concernant, pour faire une synthèse un petit peu sur les différents problèmes rencontrés, que tu as pu rencontrer au niveau du travail que tu as réalisé au sein des différentes structures collectives que tu as accompagnées. Qu'est-ce qu'on pourrait sortir comme principaux problèmes et les écueils qu'il faut essayer d'éviter, que ce soit sur les aspects individuels ou collectifs? Je ne suis pas le seul. En fait, nous sommes une quinzaine à peu près de consultants ICV à travailler sur la problématique, sur le thème, excusez-moi, parce que c'est pas vraiment une problématique, sur le thème à haute valeur environnementale. Les principaux problèmes qu'on rencontre, c'est par rapport au plan de contrôle interne et les exigences HVE, il y a quelques ambiguïtés, quelques problèmes d'interprétation qui peuvent varier d'un organisme de certification à un autre. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours facile. Bon, ce qu'on fait, c'est dans ces cas-là, on se rapproche, déjà on échange entre nous par rapport à l'interprétation, on se rapproche des organismes de certification, mais également, surtout, on se rapproche de l'association HVE pour essayer de lever toutes ces ambiguïtés. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, comme toute démarche, je dois respecter les exigences et je dois apporter des preuves.
Et c'est par rapport à la récolte des preuves et l'analyse de ces preuves qu'on peut rencontrer quelques soucis. C'est tout ce qui est lié à la traçabilité par rapport à la facturation, etc., etc. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est lié à la planification. Quand vous êtes une structure collective et que vous vous présentez sans exploitation, il va falloir auditer, évaluer sans exploitation. Donc, en termes de mobilisation de ressources, il faut avoir des personnes pour pouvoir mener les audits. Je vous dis, dans le meilleur des cas, ça dure une demi-journée. Et on ne prend pas en compte le montage des dossiers, donc ça peut prendre quelques jours. Donc déjà, mobilisation des ressources et puis organisation de ces ressources pour que le jour de un mois avant la certification officielle, on soit prêt. Tu peux répondre à ta question? Ça me semble tout à fait correct. Je rajouterais qu'au niveau de l'utilisation des ressources, on parle souvent quantitatif, mais il y a un côté qualitatif, c'est-à-dire que dans l'accompagnement que l'on fait au niveau de la structure en collectif, il y a pas mal de formations qui permettent aux gens qui sont en place d'avoir une maîtrise de la conduite collective et de la maîtrise de la démarche HVE3. Alors justement, sur cette démarche HVE3, j'ai une question sur le HVE, le niveau 1. Est-ce que l'audit de niveau 1 est blanc et définitif? Autrement dit, est-ce qu'il y a un ou deux audits pour valider le niveau 1? Alors le niveau 1, je vais garder la main pour répondre. Le niveau 1, c'est une auto-évaluation qui est réalisée par le viticulteur, donc, ou par l'agriculteur, on va dire, de manière générale. Donc, il va s'auto-évaluer par rapport à la réglementation et tout ce qui est conditionnalité de la PAC. Donc, cette auto-évaluation, ce n'est pas un blanc-seing dans le sens où elle est validée par une structure SCA qui fait du conseil agricole. Et au moment des audits, et la première chose que demande en collectif un organisme de certification, c'est qu'on lui envoie l'ensemble des autodéclarations signées par le viticulteur, enfin par l'agriculteur et par la société SCA, enfin le représentant du SCA, et ainsi que le certificat qui atteste du niveau 1. Donc c'est voilà, ça peut globalement au niveau quand on regarde un petit peu l'attitude des organismes de certification, quand ils attaquent le niveau 3, ils font des vérifications dans le niveau 3, c'est possible que certains points du niveau 1 soient vérifiés. Quand on va sur une parcelle, un exemple simple, on va sur une parcelle pour vérifier les haies et voir un petit peu toutes les infrastructures agro-environnementales. Ils vont regarder s'il y a un respect de tout ce qui est cours d'eau par rapport au BCAE et aux zones, aux ADMT et à l'enherbement ou la végétalisation des tournières. Voilà. Ça peut être fait en même temps. Donc, cette vérification n'est pas systématique, mais elle est possible. Il n'y a pas qu'une évaluation documentaire, ça je te confirme. Ouais. Il y a une évaluation sur site, effectivement. Voilà. Les exigences par rapport au produit, au local phyto, et ben, effectivement, on va regarder dans le local phyto s'il respecte les normes. Donc, globalement, il n'y a pas d'audit à proprement parler comme le niveau 3, mais il y a une vérification ponctuelle de certains points. Et ce qu'il faut veiller, c'est qu'en collectif, la structure ait vérifié l'ensemble des points du niveau 1 pour pas justement avoir de soucis et d'écarts de type KO qui repousserait la certification de l'ensemble de la structure. Voilà. Il y a une autre question, pourquoi pas d'équivalence pour les bio? Parce que l'équivalence en bio, elle est sur le niveau 2, elle n'est pas sur le niveau 3. Les bio, alors pourquoi? Ça, il faut le demander au ministère déjà, première réponse. Deuxièmement, il y a beaucoup d'équivalences au niveau du niveau 2. Terravitis est validé et il y a une équivalence à présenter pour le niveau 2. Il y a Agri-Confiance sur le volet vert, il y a une équivalence niveau 2. Il y a plein d'équivalences qui existent au niveau 2. Mais pour le niveau 3, il faut passer par, je dirais, les arcanes de la certification HVE3 avec les obligations de résultat qui sont définies dans le plan de contrôle. On n'a pas le choix. Alors ensuite, quand on regarde le bio, on a une certification sur la non-utilisation de produits de synthèse, des produits certifiés biologiques, alors que le HVE3 prend en compte autre chose, puisqu'il prend en compte un aspect environnemental, un aspect sur la fertilisation et un aspect sur l'irrigation, donc sur l'utilisation de l'eau. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes
sur les mêmes critères d'évaluation. Voilà ce que je peux répondre. Alors, une question, plein de questions qui arrivent au fur et à mesure. Ouais. Alors, j'ai pas fait le zoom pour que je sois en visuel au niveau de la webcam, mais je préfère gagner du temps. Le temps que je manipule l'appareil, on va pas faire quelques secondes précieuses. Donc, vous avez parlé d'une association HVE, comment y adhérer? Il faut être, soit organisme d'accompagnement, soit organisme de certification, soit certifié HVE. Donc là, il suffit de se renseigner sur leur site, de leur envoyer un message et de voir avec eux les modalités. Autre question, il y a une question de fond sur quelqu'un qui voulait un petit peu le détail des différents items. Alors, je ne sais pas si tu peux le reprendre rapidement, les différents items et on va dire indicateurs du niveau 3. Donc, je lui ai soumis la question si c'était le niveau 3, mais A ou B, mais je pense que c'est le A. Donc, tu peux reprendre rapidement les indicateurs et le principe de fonctionnement de ces indicateurs. Donc, il y a 4 indicateurs par rapport à l'option A. Le premier qui est lié à la biodiversité. Il faut qu'une partie de votre surface agricole utile soit équipée en infrastructure agroécologique. Ça, c'est le premier indicateur. Le deuxième indicateur, c'est par rapport à la stratégie phytosanitaire. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour maîtriser au maximum vos traitements? Et il y a un petit indicateur au sein de ce thème, c'est l'indice de fréquence de traitement qui est évalué au niveau régional. Apparemment, il y aura des évolutions puisque ça va être, on parle de indicateurs fixés au niveau des bassins viticoles. Au niveau fertilisation, s'assurer que vous respectez la ressource naturelle et notamment le sol et son potentiel de fertilité. Et par rapport à l'irrigation, c'est tout ce qui est mise en œuvre de moyens avec pour optimiser vos apports d'eau. Ça va être difficile quand même de faire un récap de tous les items, toutes les questions par rapport aux 4 indicateurs lors de ce webinaire. Mais n'hésitez pas à nous recontacter, donc Laurent ou moi-même, ou votre référent ICV de votre zone. Là, on vous a laissé nos coordonnées, n'hésitez surtout pas à nous questionner. Oui, sur le chat, j'ai des questions très détaillées, en particulier de Dominique, que je salue. Je pense que le mieux, c'est de répondre sur ces questions un petit peu à part du webinaire, sinon le webinaire risque de s'éterniser. J'avais juste une de ces questions, c'était par rapport aux critères d'obtention du HVE3 par rapport pour les polycultures qui ont des difficultés à atteindre ce niveau 3. Alors, c'est une question un petit peu particulière. Nous, dans les cas rencontrés, nous, on a des gens qui, c'est vrai qu'ils ont des difficultés, puisqu'il y a pas mal d'utilisation de fertilisation et sur certaines productions des IRT relativement élevées. Donc, le niveau 3 est difficile pour eux. Alors, moi, je vais faire une réponse, parce que là, je n'ai pas d'informations précises, juste sur les critères d'évolution du niveau 3. À ce jour, vu le récent discours du ministre, il semblerait que l'objectif du ministère, c'est d'obtenir un maximum de certifications en état avec avec un cahier des charges qui ne change pas trop pour l'instant, avec pas plus d'exigences. Peut-être plus de clarté dans l'utilisation de ce cahier des charges, mais pas plus de points, pas de durcissement en vue, je dirais, dans l'immédiat. L'objectif étant de faire passer un maximum d'exploitation en HVE3 en l'état. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Pour le reste, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y aura des aménagements pour les structures qui auraient de grosses difficultés pour passer. Voilà. Donc, je pense qu'il reste pas mal de questions. Je vais les trier. Je les trierai à la fin. Je vais vérifier si on a à peu près répondu à tout. Peut-être que là, on pourrait continuer le webinaire donc sur la fin. Oui. On a répondu à pas mal de questions. Le bilan du sondage, si tout marche bien, je vais essayer de vous présenter les résultats. Donc, si ça veut marcher. Alors.
Voilà la réponse. Première réponse à avez-vous la démarche HVE que vous avez envisagée est-elle plutôt imposée ou volontaire? A priori, il y a à peu près une cinquantaine de participants, donc il y a 25 participants qui ont répondu à peu près à ce sondage. Donc il y a une répartition 75-25 avec 75% volontaire. Voilà, c'est un taux, je dirais, qui n'est pas tout à fait représentatif des cas de figure que j'ai pu rencontrer dans la conduite des différentes formations et des discussions avec les agriculteurs que j'ai pu croiser. Alors, autre résultat sur la deuxième question. La raison de la démarche est liée à une contrainte client, une conviction, un développement de marché. Donc là, une répartition de peu égalité entre la contrainte et la conviction. Et certains y voient un développement de marché, la contrainte réglementaire n'étant pas le critère principal. Donc je trouve ça intéressant qu'au niveau conviction, il y ait 38% au niveau de la jauge, hein, au niveau du résultat. Voilà. Souvent, je dirais que la plupart du temps, les gens que l'on croise sont dans une réponse à une demande client, donc à une contrainte client par rapport à des achats. Autre réponse, troisième question. La valorisation du prix de vente, apparemment pour la plupart d'entre vous, elle semble possible. Et elle est effective sur un faible taux. Bon, c'est à peu près, c'est cohérent avec ce qu'on voit sur le terrain. On a eu des cas où des gens, dans les contrats anticipés, avaient prévu de mieux valoriser certains achats en vrac. C'était pour les câbles qui arrivaient très tôt dans la certification. Donc il y avait une valorisation, je dirais, voilà. Mais c'est un cas qui est assez rare. Ça représente à peu près ce pourcentage représente bien la réalité. Voilà. Et souvent, la valorisation, elle est plutôt, la valorisation, elle n'est pas sur le prix, mais sur la possibilité d'accéder à un marché en temps et assez rapidement. Enfin, dernière question. Voilà. La perception de la HVE par rapport à d'autres démarches qualifiantes? Donc, une majorité de gens la trouvent contraignante. Bon, beaucoup de démarches amont ont ce ressenti au niveau des adhérents, des exploitations agricoles. Donc, on voit ça c'est un retour terrain qui est conforme à ce que l'on peut voir concrètement tous les jours. Voilà. Je ne sais pas si tu as des commentaires, toi, Eric, sur ces résultats. Bah, je suis agréablement étonné par rapport à la conviction, ce que tu mettais en avant. Effectivement, il y a 67%, il y a 2 tiers des personnes sondées qui pensent qu'il y a une possibilité de négocier les tarifs. C'est pas complètement fermé, ça c'est encourageant aussi. Et après, sur le dernier point, mais effectivement, par rapport à l'aspect contrainte, c'est comme toute démarche et comme toute certification, il y a des exigences à respecter, mais là, il faut apporter des preuves qu'on respecte bien ces exigences. HVE, c'est sur la récolte de preuves qu'on certifie les gens. C'est pas seulement uniquement sur le bon vouloir, c'est vraiment sur l'obtention de preuves. Donc effectivement, quelques contraintes. Mais c'est pas la mer à boire non plus. Voilà, donc on en a fini avec le sondage. Deux questions qui sont apparues dans le chat et pour lesquelles, pour la première, est-ce qu'on aura une remise de la présentation que l'on vient de faire? Je pense qu'il y aura un replay qui sera réalisé, voire une diffusion sur YouTube, comme c'est le cas de la précédente présentation sur la jungle des labels. En ce qui concerne la remise de la présentation, on n'en a pas parlé entre nous pour l'instant. Moi, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je regarde sur le chat, sur les questions qui ont été posées, si éventuellement
il y aurait des choses, d'autres questions auxquelles on pourrait répondre. Dans tous les cas, n'hésitez pas. Donc, on vous a donné les différentes moyens de nous contacter, les différents moyens de nous contacter. Donc, vous pouvez nous contacter directement sur le site ICV, www.icv.fr. Vous pouvez contacter également vos référents ICV au niveau des différents centres hein, dans le sud de la France. Et surtout, n'hésitez pas à nous contacter, Laurent ou moi-même. Nous sommes tous les deux référents HVE. Donc, on vous a laissé nos adresses email et nos numéros de téléphone. Donc, n'hésitez pas. Il y a quand même une suite par rapport à HVE, puisqu'on a prévu de se retrouver très prochainement là pour présenter 2 webinaires. Un qui va porter sur la gestion collective. Que reste-t-il à faire après la certification? Et c'est le début d'un cycle. Ouais. Donc, il reste à maintenir pendant les 3 ans qui suivent la certification effective. Dans les 2-3 ans, de maintenir un niveau de contrôle au niveau des collectives et même en individuel. Et le troisième webinaire, c'est sur un outil de pilotage de la démarche à haute valeur environnementale, notamment en collectif. C'est l'utilisation notamment de l'outil Nchinko Web. Voilà. Donc, nous en avons fini avec ce webinaire. Nous vous disons peut-être à bientôt pour les 2 webinaires à suivre. J'ai un certain nombre de questions auxquelles je vais essayer de répondre rapidement avant de fermer le webinaire pour certains d'entre vous. Voilà. Donc, nous vous souhaitons une bonne fin de journée et on vous dit donc à très bientôt au cours d'un webinaire sur la HVE. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne journée, bon week-end. Merci.